Bienvenue à l'UGC pour la masterclass de la présidente de notre jury. Je pense que vous avez tous dû lire plusieurs fois que nous avions vraiment envie d'avoir une femme présidente du jury, une showrunneuse importante. Je veux dire, c'est vrai que c'est pas si facile que ça. Les showrunneuses du niveau international de Marti Noxon ne sont pas si nombreuses, donc elles travaillent énormément. Et donc, c'est toujours difficile pour elles de venir et de prendre 12 jours sur leur temps de travail. Donc, on est extrêmement heureux d'avoir Marti Noxon comme présidente du jury. C'est une femme remarquable, en fait. Vous avez tous suivi, j'imagine, un peu sa carrière. Vous connaissez Buffy contre les vampires, les épisodes de Grey's Anatomy, de Mad Men qu'elle a écrites. On a tous, pour ceux qui l'ont vu, mais je vous encourage à le voir si vous ne l'avez pas vu, on a quelques épisodes que l'on reprend ici de sa série Sharp Object, dont elle est la showrunneuse et qui passe sur OCS, qui nous a tous impressionnés. C'est une femme qui travaille beaucoup sur, justement, les femmes. Et elle met à chaque fois en scène des femmes fortes et, comme elle le dit elle-même, des femmes en colère. On va donc pouvoir assister à sa masterclass. Elle répondra bien sûr à vos questions. Et tout de suite, je vous demande d'accueillir Marti Noxon. Et je vous demande également maintenant d'accueillir Charlotte Bloom, journaliste OCS et qui animera cette rencontre. Merci Charlotte. Bon débat. Maintenant, c'est à vous Charlotte. Bonjour à tous. Comme vous le savez, on va parler en anglais. Hein? We're going to speak English. Yes. Nous allons parler anglais. Eh bien, oui, je suis prête et très enthousiaste. Alors j'aimerais commencer par une petite citation que j'ai trouvée de Gillian Flynn, parce que vous avez adapté donc son roman Sharp Object pour la télévision. Et voilà ce qu'elle dit, voilà ce que cet auteur dit. Que cache-t-elle? Que cache-t-elle? Voilà ce que nous dit Gillian. C'est une force fascinante, enveloppée dans ce paquet joli, mais attention, avec elle, il ne faut pas blaguer. Non, je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui que jamais. C'est vrai qu'avec moi, on pouvait un petit peu blaguer ou me mener par le bout du nez, mais maintenant, c'est terminé. Je suis une femme déterminée et je pense que ce qui est bon lorsqu'on vieillit, c'est qu'on se connaît davantage. On se connaît, vous savez que la vie est courte également et on se rend compte qu'on n'a pas le temps d'être toujours gentil et aimable. Non, non, avec moi, il faut être franc et aller droit au but. Alors, qu'est-ce qui vous a mené à cette carrière, à être scénariste? Je voulais d'abord, non pas être scénariste, mais actrice. Et c'est vrai que j'étais dans toutes ces écoles, je voulais danser, chanter, devenir une actrice. Et puis, j'ai fait quelques-unes auditions et je me suis dit non, non, c'est pas vraiment pour moi. Ça ne me plaît plus. Et puis, il y avait des personnes qui me disaient dans mon enfance, tu as un don pour l'écriture, tu devrais écrire. Et je me disais, mais vraiment, c'est pas vraiment quelque chose que j'aime faire, c'est pas vraiment quelque chose qui m'attire du tout. Non, c'est la dernière chose à laquelle même j'aurais pensé. Mais c'est vrai que je me rendais compte que j'avais quand même un certain talent. J'allais à l'école, je savais que je voulais dans ma vie certainement être dans le domaine du divertissement, mais je ne savais pas vraiment vers où aller. Alors je suis allée dans une école et lorsque j'ai continué mes études, ou même pour finir le lycée, il fallait que je fasse une scénette, je voulais faire un film, je n'avais pas d'argent, donc j'ai écrit un scénario, parce que le papier ça ne coûte pas grand-chose, et puis en fin de compte j'ai montré ce scénario à quelqu'un plus tard. Et puis, on m'a dit, c'est pas mal. Et je me suis dit, alors d'accord, je vais me lancer. Alors au début, ça me plaisait pas, c'était difficile. Donc c'était un petit peu contre votre volonté que vous êtes lancé comme scénariste. Non, moi, je me sentais quelquefois, ça me faisait un petit peu peur parce que j'ai l'impression que j'étais pas assez bonne. Pour qui tu te prends? Il faut toujours réécrire, réécrire. Je me disais, est-ce que j'ai vraiment du talent? Est-ce que je vais
avant, est-ce que je vais réussir vraiment à terminer mon scénario? Parce que quelquefois, je réécrivais encore et encore. Et je me disais, bon, j'ai quand même tant de pages à écrire. C'est pas rigolo quand il faut s'y prendre à maintes reprises, etc. Recommencer encore et encore. Et puis, quand je suis arrivée chez Buffy, alors à ce moment-là, les choses ont changé. C'est seulement après que les choses ont basculé. Là, je me suis rendu compte que j'écrivais pour vendre. Et tout d'un coup, je me suis dit, peut-être que ça va jamais se faire. Je vais repartir à l'école, je vais reprendre des études, je vais devenir thérapeute, psychiatre, parce que ça permet de comprendre l'être humain. Et j'ai commencé à ce moment-là à regarder les différentes universités, écoles et ça. Et puis je me suis dit, non, maintenant, vraiment, c'est devenir scénariste qui me convient. Je me suis un petit peu testée, posé des questions. Et puis je me suis dit, plutôt que simplement d'écrire pour vendre, je vais écrire des choses qui me plaisent, qui vraiment me contenter, me faire plaisir, écrire des choses qui m'intéressent. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire pour le théâtre, pour des pièces. En tant que dramaturge, et c'est là que les choses ont commencé à changer. J'écrivais donc pour le théâtre ce qu'on appelle les script scaps, c'est-à-dire ce sont des échantillons que l'on peut écrire. Et donc voilà, c'est grâce à 2 échantillons, grâce à 2 specs que j'ai réussi à décrocher mon travail pour Buffy. Alors ça vous a pris combien de temps, cette période de doute, savoir si ça vous convenait ou pas? Une année à me tester, à tâtonner. Mais déjà, à cette époque, ça faisait 7-8 ans que j'écrivais. J'étais assistante d'un réalisateur. Il m'a aidée à écrire mon premier vraiment scénario. C'était la première fois que je travaillais sur une production. Donc, j'avais vendu quelque chose. Puis pendant 7 ans, je n'ai plus écrit. Et puis, je suis arrivée à une période où je me disais, que dois-je faire? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Voilà. Une longue réponse à votre question, à ce qui m'a menée vers cette carrière de scénariste. Alors maintenant, si c'était votre rêve, eh bien à ce moment-là, il fallait rebondir, continuer, se recréer. Il faut quelquefois 30 pilotes avant de sortir quelque chose. C'est ce qui m'a été dit déjà, oui. Et ça n'est qu'au cours des 6 dernières années que j'ai commencé à créer donc des shows, moi, j'étais toujours le 2e lieutenant, en quelque sorte. J'ai toujours l'assistante de la scénariste principale. Et puis, je me suis dit que là, il fallait me lancer. Je ne pouvais plus continuer à être l'assistante de quelqu'un. Mais il y avait beaucoup de crainte en moi. Devenir le leader, le patron, bon, ça voulait dire qu'il fallait accepter donc tous les critiques positives, mais également celles qui sont négatives. Être exposé donc à la critique, ça n'est pas forcément facile. Et puis d'un coup, je me suis dit, d'accord, je vais y aller, même si je ne réussis pas. Je me lance. Je ne serai peut-être pas toujours heureuse, mais je me suis dit, allez, je me lance, quoi qu'il arrive. Alors j'aimerais visionner un clip qui va peut-être en surprendre plus d'un. Jules, it's a clip film. Please, thank you. So why did I pick this clip? Alors, pourquoi j'ai choisi cet extrait? Pourquoi? Parce que j'y parle, je pense, de poltergeist, les poltergeists comme étant, ces esprits étant des sources d'inspiration. Parce que quand je travaillais sur un scénario, un producteur m'a dit, moi je crois au premier jet. Et c'est quelque chose qui, à l'époque, n'était pas très à la mode. Mais en tout cas, l'école de Spielberg, quand il a fait des films d'horreur comme Jaws ou autre, était très impliquée dans tout ce qui est poltergeist. Avec poltergeist, il faut d'abord apprendre à aimer les acteurs avant de les craindre, avant d'en avoir peur. Et moi, je suis repartie et avec ces idées. Il faut du temps pour apprendre à connaître ces esprits maléfiques. Et lorsque on apprend à les connaître,
connaître, ce sont des personnes, ouais. Ils se droguent, ils prennent la drogue, ils s'amusent, ils s'aiment, etc. Et après avoir mieux compris ces personnes, je me suis dit, bah oui, c'est quelque part quand même des personnes qui existent, qui ont leur vie. Et dans cet extrait, je parlais justement du fait qu'il fallait non pas être uniquement gore, sombrer dans le gore, mais comprendre les personnages. Donc vous êtes très attiré par tout cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Comment un film peut vraiment appartenir à un genre de ce type? Il y a deux choses. Il y a peut-être deux choses que vous pourriez essayer de voir. Il faut d'abord essayer d'écrire sur un tel scénario. Buffy, il aime les monstres, etc. Lorsque j'étais jeune, je ne comprenais pas pourquoi j'aimais tous ces films d'horreur. Mais je pense qu'on aspire à voir l'inconnu. On aspire à découvrir une autre vie, ce qui est derrière le mur, derrière le rideau. Même les zombies, même s'ils font peur, ils ont une vie après la mort. Voilà. Et je pense que c'est important. Moi, je suis un petit peu obsédée également par la mortalité. On est tous, la mort, ça nous inquiète. Est-ce qu'on peut y échapper? Non, non. C'est la fatalité, c'est comme ça. Et avec les films, c'est pareil, on ne sait jamais quel sera le troisième acte. C'est pour ça qu'on veut que les gens reviennent et dire, et voilà ce qui se passe à la fin. Voilà. Buffy, selon moi, résume très bien Marty Noxon, je pense. C'est la mort, les femmes, la colère, le féminisme, apprendre à mieux se connaître, à mieux utiliser son puissance, son pouvoir. En particulier si vous êtes une femme et que vous n'avez jamais été éduquée comme ayant du pouvoir. Parlez-nous de tout cela. Ce qui est assez amusant, c'est que j'ai habité à Los Angeles la plupart de ma vie parce que je suis née à Los Angeles. Et une fois, j'étais au volant, j'allais quelque part et il y avait une grande pancarte pour Buffy contre les vampires, saison 1. Et je me suis dit, c'est moche, ça a l'air vraiment dégueulasse, ça va vomir. Mais j'avais un agent et elle m'a dit que voilà, et vous rencontrez pour Buffy. Et elle m'a dit non, d'abord regardez la série. Ça n'a pas l'air terrible comme ça, mais regardez le show. Donc elle a envoyé la première saison. Il y avait 18 épisodes dans la première saison. Et je me souviens de cette époque. Et là encore, ce sont des souvenirs sont incroyables, mais ils sont arrivés à l'épisode où le Buffy et l'ange se bagarrent, se battent, et Buffy dit « Tu as peur de moi, tu devrais avoir peur de moi », et alors l'ange, elle dit « Allez, allez-y, vas-y. » Et moi, j'ai ça c'est super. Et je me disais, ça c'est bien, parce qu'elle était le héros, mais elle était encore une fille, une adolescente. Et elle faisait comme si elle était irrationnelle, folle. Et je me disais, c'est le héros de l'histoire, mais en même temps, elle devient irrationnelle. Et puis, après le 13e, voilà, moi je me disais, allez, moi je veux y aller aussi, je veux participer. J'ai eu une offre donc d'un autre show. Il n'avait pas encore parlé de Buffy. Et moi, j'étais là, j'étais assistante, j'étais à mon bureau. Mon téléphone sonne, je décroche et je dis c'est Joss Whedon. Et je me suis dit, oh mon Dieu. Et il m'a dit, que faites-vous? Vous ne voulez pas être une meilleure scénariste que ça? Et je me suis dit, waouh, incroyable, je peux pas y croire. Mais je me suis dit, bon, il a du courage de me dire ça, et même du culot, et je me suis dit, oui, je vais essayer de devenir une meilleure scénariste. Comment ça s'est passé? Comment a-t-il réussi à vous convaincre? Je suis sûre que vous étiez déjà très performante, très bonne dans tout ce que vous faisiez, mais il y avait encore beaucoup de choses que je ne connaissais pas sur la façon dont on dit les histoires, en particulier dans un format plus long. J'avais écrit quelques épisodes, mais je n'avais jamais encore été exposée à plusieurs saisons. Et
il y avait vraiment un concept pour les 6 saisons, un fil d'Ariane, et j'étais impressionnée, c'était une révélation. Et cet homme avait vraiment une façon intéressante d'introduire de l'humour dans le travail. J'y avais pas vraiment pensé. Si vous regardez les différents épisodes, il y a des épisodes dramatiques, mélodramatiques. Mais moi, je pense que grâce à Buffy, j'ai appris ce que voulait dire l'humour également, tout ce qui est sous-jacent. On pense que tout d'un coup, quelque chose va se passer, et puis c'est l'opposé qui arrive. Vous voyez, comment essayer d'amener le suspense dans tout ce qui est film d'horreur, etc., film fantastique. Il faut essayer de mener le spectateur vers une voie, et en pensant, il peut penser qu'il peut avoir tout compris, et puis d'un coup, c'est le contraire qui arrive. Il faut casser les règles, aller au-delà des règles. Alors, ça permet également aux personnes à mieux se comprendre, de se sentir également moins seules. Mais lorsque vous travaillez, lorsque vous écrivez, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous écrivez l'impact que ça peut avoir sur les autres? Ce fut vraiment une expérience très fascinante. Tout d'un coup, c'est une série qui est devenue très très populaire. Tous les jeunes, tous les acteurs devenaient de plus en plus célèbres. C'était au début de l'époque d'Internet, avec des chats, des forums. Les jeunes se réunissaient donc en ligne. Nous avions des forums très actifs et même des soirées qui étaient organisées sur ce thème. Et il y avait également de grands festivals qui invitaient donc tous ces acteurs. Il y avait également des soirées qui étaient organisées et nous on y allait. C'était intéressant, on disait voilà, c'est sympa de te rencontrer, il y avait beaucoup d'émotions. Et on avait également Comic Online, vous voyez, et vous arriviez, il y avait bien sûr des gardes du corps, et je me disais, on est si célèbre que ça, c'est incroyable. C'est un petit peu avec Oz, avec Terra, etc. C'était incroyable. Ça avait beaucoup de sens. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser que cette série avait un impact prépondérant sur les jeunes. J'avais des parents qui venaient me voir et me disaient bah, ma fille est sortie de là et on s'est compris, on a réussi à se comprendre grâce à ce show, grâce à Buffy. Et c'était très, très émouvant. On s'est rendu compte que vraiment, on se disait également, on pensait au départ que c'était des drôles de créatures, tout ça, mais elles ont fait beaucoup pour les personnes. Alors, est-ce que ça vous a donné envie de montrer ou de révéler des émotions que les personnes, quelquefois, ont du mal à exprimer, d'exprimer toutes ces émotions? Oui, j'ai eu beaucoup de chance et ça m'a été très difficile de quitter Buffy. On a toujours une période un peu difficile, un creux après Buffy, une période de vide. Mais 5 à 6 années après, on a repris. Mais disons que Buffy, ce fut vraiment quelque chose d'incroyable. Nous étions enfin compris. C'était un show qui nous avait permis d'être créatifs, florissants. Vous avez eu un moment de baby blue, un moment de dépression en quelque sorte. Je sais ce que ça veut dire. Moi, j'ai eu des bébés. C'est vrai qu'on a cette période de blues après la naissance, post-naissance. On l'a peut-être eu également après Buffy. On pourrait regarder peut-être un extrait de Buffy, un clip, avant de continuer à en parler. Ok, so Darkness. Bien, voilà, ça donne ça. C'est donc c'était pour les adolescents quelque chose de noir. C'était très amusant. Je pense que tout le côté noir. Bon. Alors, moi, j'ai fait une petite randonnée jusque-là. Le corps est toujours là. Oui, je connais bien le coin. Je le connais. Mais oui, voilà. Oui, ça me fait toujours rire. C'est là entre ces deux arbres.
Je pense que c'était vraiment intéressant. C'était une fille très sympa et c'est toujours intéressant de pouvoir tout abandonner et punir ceux qui doivent être punis, etc. Les femmes n'ont pas toujours ce pouvoir. Et il y a beaucoup de ces films assez noirs qui sont très populaires chez les femmes aux États-Unis. Vous pourriez penser que les 10 programmes les plus populaires ne sont pas forcément ceux qui sont un petit peu crus ou autres, mais ça n'est pas le cas. Il y a beaucoup de femmes qui aiment bien ces films assez noirs, vous voyez, ça les inspire. On n'a pas toujours le courage pour après un homme, un garçon, etc. Mais on a l'impression qu'en regardant ces films, on a un peu de pouvoir, on pourra un peu venger qui doit être vengé. Les femmes sont importantes dans votre carrière, les femmes de pouvoir, etc. On verra plus tard ce que vous souhaitez dire dans Dietland ou autre. On a toujours besoin de personnages en tant que spectateurs pour nous rendre plus forts. Lorsqu'on voit des femmes qui sont en colère, on a l'impression qu'on a le droit également d'être en colère nous-mêmes. C'est quelque chose qui vous manquait lorsque vous étiez spectatrice, quand vous étiez plus jeune. Vous demandiez qui je vais pouvoir être, quel est mon modèle de femme. Je pense qu'en grandissant, les femmes étaient souvent montrées comme étant soit des comédiennes, qu'elles étaient toujours la cible de blagues, etc. Mais qu'elles étaient parfaites. On est parfaites, d'accord, mais telles qu'elles étaient. Mais moi, ça ne me plaisait pas. Moi, je pensais que dans ma vie, je devais agir de telle ou telle façon. J'avais déjà ça dans ma nature, mais il fallait que je révèle les choses. Et selon moi, la colère est une émotion que j'ai du mal à exprimer, à moins que je réussisse à la coucher, cette colère sur le papier. Et je pense vraiment que pour moi, c'est intéressant. La colère est une émotion qui permet de se soulager en quelque sorte, de relâcher la pression. Lorsque il y a un tournage, lorsque vous êtes en partenariat avec quelqu'un, il y a beaucoup de cohérence dans vos choix, même si il y a beaucoup de domaines dans lesquels vous dirigez. Quels sont les points communs? Quels sont vos objectifs communs, quoi que vous fassiez? Moi, je pense que je suis attirée par des histoires de personnes qui semblent ne pas être comprises, qui semblent être invisibles aux yeux des autres. Moi, je suis attirée par les personnes qui font face à des problèmes, des crises d'identité. Il m'intéresse de creuser les personnages féminins. Si je travaille sur des personnages masculins, c'est la même chose. Quelle est leur perception de leurs déficits, de leurs manques, de leurs imperfections, parce que bien souvent, nous ne faisons pas ce travail d'introspection, ce travail en nous-mêmes. Moi, je pense que la meilleure façon de commencer, c'est de prendre en compte quelqu'un qui qui a un plan très mauvais. Ces personnes ont un plan très mauvais, mais ils poursuivent néanmoins ce plan, quel que soit ce qui arrive. Ça, c'est toujours le début de l'histoire. Comment travaillez-vous avec d'autres scénaristes? Est-ce que vous êtes dans une grande salle? Vous faites de la thérapie? Est-ce que vous battez dans cette writing room? Comment ça marche? Moi, disons, j'ai toujours eu de la chance. Ma première writer's room n'était pas dirigée par mon ego. Il savait qu'il était très bon auteur, scénariste, il avait déjà eu de bons succès. Buffy, il a choisi, donc disons que les personnes, parfois, ont peur des autres.
Mais ils ont un problème. Si je donne à un nouvel écrivain donc un scénario et s'ils écrivent très bien, eh bien, je pourrais me rendre compte qu'ils sont meilleurs que moi. Donc bien souvent, il y a un drame psychologique. Il y a des scénaristes, les scénaristes doivent se rendre compte qu'on ne peut pas toujours être bon. On échoue toujours un jour ou un autre. Il y a d'autres qui peuvent être meilleurs que nous. Et moi, donc, je me suis lancée dans ce travail. Et comme j'avais travaillé déjà avec Joss, j'ai identifié l'ego comme étant l'ennemi du bien. Il ne faut pas avoir peur de voir d'autres personnes qui peuvent écrire mieux que vous. Je pense que la meilleure atmosphère pour arriver au meilleur résultat est une atmosphère dans laquelle il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas cette chose que l'on définit comme étant une erreur, non? S'il y a un problème, on en parle. L'erreur est permise. Moi, je n'aime pas commencer, je n'aime pas les gens qui font des crises, etc. Je pense que le drame ou l'écriture, ça doit se faire sur papier et qu'il faut laisser les gens travailler, bien travailler. Je pense que l'atmosphère de travail est toujours assez heureuse, joyeuse. Oui, je pense que c'est une recette intéressante. Je pense qu'il y a d'autres bons scénaristes ici dans cette pièce. Je pense que pour votre prochain projet, vous dites que je vais m'occuper de ce qui me fait peur. Je vais me concentrer sur ce qui me fait peur. C'est ce que vous avez dit dans votre clip. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez comme défi à l'avenir de faire quelque chose dans ce type? Bon, en fait, l'un de mes rêves, c'est d'écrire une comédie musicale. Et pour la scène, en fait, l'une des choses que j'ai réalisées, c'est que, en fait, encore une fois, bon, je ne l'ai jamais fait, et ça me rappelle que, bon, ce que j'ai vu avec Joss, lui, il allait réaliser un épisode, et puis, après ça, il ajoutait un nouvel obstacle. Et bon, donc, par exemple, dans les dialogues, où il disait cette fois-ci, on va le faire de cette façon, ou bien cette fois-ci, ça va être une comédie musicale, cette fois-ci. Vous savez, il changeait tout le temps les règles pour apprendre quelque chose de nouveau. Et pour moi, l'une des choses, bon, je regarde toujours les carrières des autres et je me demande toujours pourquoi ils perdent cet élan et leur voix. En fait, il y a deux choses. La première, c'est que vous n'êtes plus atteint par la critique. En fait, quand les gens disent que ça ne fonctionne pas, en fait, c'est la même chose avec les auteurs de livres. Et donc, le premier livre, ils ont très bien édité. Et puis, ceux d'après, ils sont de plus en plus gros et de plus en plus gros. Et la deuxième chose aussi, c'est que vous arrêtez d'apprendre. En fait, les gens se disent bon, ça, ok, j'ai compris. Et moi, je suis très tentée d'essayer un nouveau niveau de difficulté. Et vous avez réalisé quelques épisodes de Buffy, etc. en film aussi. Donc, est-ce que c'était l'idée aussi ou est-ce que c'était pour vous faire peur ou c'était juste un désir? En fait, oui, ça venait parce que je faisais des longs métrages et donc d'une certaine mesure, j'étais showrunner aussi, donc il y avait ce moment un peu lost in translation entre ce qui se passe à l'écran et aussi à Hollywood. En fait, les scénaristes sont remplacés tout le temps, vous savez, donc vous travaillez tellement dur sur un projet et en fait, moi j'ai eu une expérience une fois où j'ai écrit le script pour un super roman et la première réaction c'était de dire oh ouais, j'ai adoré, et puis après ça il y a une star qui est venue qui adorait le projet aussi et puis elle m'a envoyé un message et je me suis dit waouh, ça fonctionne super bien, j'ai travaillé très dur et puis après les réalisateurs sont arrivés et ils nous ont dit c'est pas assez sombre, personne l'a adoré en fait
Et en fait, quand j'ai trouvé quelqu'un qui allait le faire, il a apporté son propre scénariste. Et finalement, ça n'a pas été un succès. Et bon, je dis pas que j'avais raison, mais en fait, le ton était très sombre. Et c'était pas ce qu'il y avait dans le livre. Et donc, je me dis, ça aurait été très facile. Et c'était basé sur le château de Verre. C'est un livre américain sur une enfance traumatique, mais avec des parents très charismatiques et mi-aventure, mi-persécution en fait. Mais cet enfant a un côté un petit peu sauvage qui est super. Il y a beaucoup d'amour dans le livre et moi je voulais tellement montrer cet amour et avoir la partie un petit peu fun et l'aspect sauvage de... Et bon, je pensais tout le temps à James Brooks quand il a adapté son histoire tragique, mais avec de l'amour dedans. Et moi, c'était la même chose. Et après ça, je me suis dit, bah, vous savez quoi, en fait, le gars qui a réalisé ce film, il a fait un film remarquable. Et je me suis dit, bon, ça semble impossible, mais peut-être que la prochaine étape, c'est d'essayer vraiment de réaliser le film, parce que j'en ai marre de faire des concessions. Et en fait, c'est un peu comme un baby blues. C'est le pire des baby blues. En fait, vous passez 6 mois ou parfois 1 an à écrire un script que vous adorez. Et c'est un petit peu comme votre bébé. Et puis, il vous l'enlève et puis vous ne le revoyez jamais. Et c'est horrible. C'est comme une adoption. Et puis après, vous voyez qu'il a été élevé par quelqu'un d'autre finalement. Donc, c'est horrible. Ah oui, c'est une métaphore qui fait mal. Hein. On va passer maintenant à un petit clip de Mad Men. Maybe you should send her. Peut-être que vous devriez l'envoyer. Ah, c'est une bonne idée, effectivement. Bon, en fait, c'est assez évident. En fait, bon, vous voyez ici, avec Mad Men, où en fait, vous parlez de donner le pouvoir aux femmes et de ne plus avoir peur. C'est pas la fin du monde, etc. Et on peut s'en sortir bien. À quel point est-ce que c'est important pour vous de montrer que le pouvoir peut être féminin aussi? Bon, en fait, c'est marrant parce que, d'une certaine manière, Buffy, c'était vraiment la femme par excellence avec le pouvoir, mais en fait, une raison pour laquelle j'aime Mad Men autant, c'est que ces personnages étaient tous, en fait, très spécifiques. Et en fait, pour moi, la prochaine étape dans l'écriture des femmes fortes, c'est de montrer des femmes qui ont beaucoup de problèmes, comme tout le monde d'autre, mais qui peuvent aussi continuer à réussir. Et je pense qu'une partie du problème, c'est cette idée qu'il y a cette femme forte qui devient un peu cliché, qui a toujours raison, ou qui... une sorte de cliché, de dire « Ouais, je suis comme ci, ou je suis comme ça, j'adore les garçons, oh là, je me suis cassé la figure. » Non! En fait, ce que j'ai adoré avec Peggy, c'est qu'elle est loin d'être parfaite, mais elle a mérité d'avoir d'avoir sa chance, et en même temps, ce sont des personnes très compétentes, et pour moi, c'était incroyable de voir ces personnages qui faisaient ces choses-là, et personnellement, je trouve que le message de ce type de réalité est très positif. En fait, ce n'est pas une question d'introspection, mais en fait, il y avait ces personnages qui étaient très compétents, mais donc il y avait ce pouvoir, et ils n'avaient pas le pouvoir de s'auto-examiner en quelque sorte. Oui, parce qu'en fait... Bon, il y avait de l'argent entre tout ça. Et oui, aussi, et la désillusion, en fait. Ces personnages, dans la saison 1, en tous les cas, je pense qu'ils sont tous les deux... En fait,
Rachel en particulier, mais d'une manière plus générale aussi. En fait, il y avait cette relation très forte entre les deux femmes. Donc, trouver quelqu'un qui vous supporte, en fait. Hein. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui... Oui, absolument. Une autre chose très importante, un autre thème dans votre travail, qui, je pense, est très libérateur pour les femmes, c'est la relation qu'on a avec notre corps. Les peurs, la répulsion, la pression, les questions, est-ce que je suis jolie, est-ce que mon cœur est que normal est normal, est-ce que... C'est dans tout votre travail, depuis Dietland, To the Bone, Sharp Objects. Et je vais vous montrer un petit clip, mais je voulais parler de ce thème parce que c'est très important. Oui, bon, pour moi, c'est une lutte de toute la vie, en fait, vraiment. À un très jeune âge, j'ai eu cette idée que être aimé avait à voir avec mon corps, complètement. Et ça dépendait, ma personnalité en dépendait, ce que j'avais à offrir était secondaire par rapport à mon apparence finalement. Et j'ai lutté avec ça toute ma vie et je ne suis pas la seule, je pense. Je pense que, en fait, pas seulement une question de poids, mais la représentation de soi comme acceptable et aimable. Et pour moi, si je le vois de mon point de vue, c'est très important pour me libérer. En fait, c'est un domaine d'écriture. Je pense que j'essaye d'écrire pour libérer mon propre esprit. Je dois me rappeler constamment de ma valeur et qu'il y a une autre histoire derrière tout ça. Et j'aimerais dire que c'est quelque chose que j'ai surmonté, mais j'ai toujours du mal. Bon, c'est un thème ou une idée qui est difficile à vendre à des réseaux ou des podcasters. Si vous écrivez à propos d'une femme qui se fait du mal ou qui est trop grosse ou qui vit dans la rue, est-ce que c'est difficile à vendre? Bon, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir un clip de Dietland. En fait, c'est basé sur un livre. C'est un peu comme Fight Club, mais pour les femmes, en fait. C'est un livre plein de colère, mais c'était le bon timing pour le vendre. C'était pas parfait quand il est sorti. Les gens, en fait, n'étaient pas forcément prêts, mais je pense qu'après ça, les gens... Bon, ils en avaient un peu marre, sur les abus faits aux femmes, etc. Et en fait, mais il ne s'agit pas seulement du corps, mais aussi de la façon dont les corps des femmes sont exploités. Et beaucoup de personnages dans cette histoire ont survécu à des viols, des abus sexuels. C'est une autre partie du travail que j'ai fait, c'est-à-dire... Bon, les problèmes des femmes, bon, il y a eu cette sorte de fausse perception du progrès à cause de l'économie et de la façon dont les femmes sont arrivées sur le marché du travail. Et donc, il me semble que les femmes sentent avoir plus de pouvoir, mais si vous voyez où elles en sont actuellement en termes de position de pouvoir, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il y a beaucoup de femmes dans les entreprises, mais pas beaucoup à Hollywood ou ailleurs, qui ont le mot de la fin. Donc, la majorité des femmes qui... bon, c'est encore une question d'argent, mais la majorité des personnes les plus riches sont des hommes dans le monde, et des hommes blancs, qui plus est. Donc si on parle de pouvoir, il faut vraiment les clés du royaume, n'est-ce pas? Donc moi je me suis dit, wow, on est arrivé, on a fait tellement de progrès, mais on a toujours en fait cette idée qu'on est le sexe faible. Et en fait personne ne remet ça en cause, on n'y pense même pas. Donc quand Trump a fait sa campagne électorale, il disait des choses, je me disais, mais les femmes vont voter pour lui, c'est pas possible. C'est l'homme qu'on essaie de protéger de nos filles. Et en fait, il est devenu président. Et je me suis dit, oh mon Dieu, les femmes ont dû
je ne sais pas, internaliser cette idée qu'elles ont besoin d'un homme fort qui va faire du mal aux autres. Et il y a eu ce livre et il y a des femmes qui se servent d'armes à feu dans ce livre et qui deviennent des terroristes. Et je me suis dit, il y a un moment où je lisais le bouquin, je me disais, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais réfléchi à ça? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Quand il y a 3 femmes par jour aux États-Unis qui meurent sous les coups de leur conjoint, donc quand il y a des viols et quand il y a des abus sexuels, et bon, au quotidien, il y a des événements de ce genre et ça se passe à un moment où ces questions sont vraiment sous le feu des rampes, et puis on a mis ça à la télé et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc bon, en fait il y avait beaucoup de colère, donc il y avait ces femmes qui tuaient les hommes, mais c'était intéressant parce que bon, Sharp c'était facile à vendre en fait parce que c'est un auteur à succès et je ne pense pas que beaucoup de personnes qui l'ont acheté ont compris ou l'ont réalisé, ont compris ce qu'ils faisaient. J'ai dit pourquoi est-ce que quelqu'un veut regarder ça? Il y a des hommes, même qui m'ont dit, des gens qui sont très impliqués, en fait. Bon, quelqu'un m'a dit, pourquoi est-ce que vous pensez qu'on voudrait voir ça? Qu'est-ce que je vais en retirer? Et j'ai dit, bon, ok, très bien. Bon, ça c'est l'histoire d'une femme qui s'est fait du mal à elle-même. À cause de ses secrets du passé, elle se tue en fait, et puis elle commence le voyage et elle cherche la vérité et découvre la vérité, mais c'est pas elle, c'est eux. Et en fait, ça s'est vraiment passé. Et je me suis dit, je ne pense pas que vous comprenez ce que ça veut dire vraiment. Et en fait, quand vous voyez la vérité, tout le monde voit la vérité. C'est incroyable. Et on m'a dit, ah, je n'avais jamais vu les choses comme ça. Donc en fait, To the Bone, en fait, c'était vraiment, c'était très gratifiant parce que il y a pas beaucoup de longs métrages sur ce thème qui, encore une fois, est très dominant. En fait, moi, ça m'a presque tuée. C'est de ça que parle le film, finalement. Mais aussi, j'ai eu une expérience qui m'a donné l'espoir parce que je me suis rétablie et puis j'ai commencé à faire des recherches. Et puis, c'est une épidémie dans le monde entier, en fait. Et quand on a commencé à réaliser ce film, qui s'appelle Whiplash, et il m'a dit c'est trop petit, le sujet n'est pas assez important, et j'aurais bien voulu dire ah ok très bien, donc et ok Whiplash, donc vous avez un mauvais prof et ça devient un sujet international. Bon ok, bon, on a trouvé une réalisatrice qui finalement a trouvé l'argent plus ou moins, et puis on a perdu l'argent alors qu'on réalisait le film et puis on l'a récupéré après, et on a en fait, bon, c'était juste difficile, on va dire, mais après, Netflix l'a acheté pour $8 millions. Et c'est l'un des films qui ont le plus de succès. Et en fait, c'est... ça a été un succès, et pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, parce que on ne parle pas suffisamment de ces sujets. C'est pas des petits sujets. C'est pas seulement un viol. Donc tout le monde se dit bon, en fait, c'est un film de femme. Oh mon Dieu, le viol. Non, non, non. En fait, c'est pas du tout le cas. Il y a d'autres choses qui se passent. On se fait des choses à nous-mêmes aussi, oui, et on va le voir avec ce clip de Dietland. Donc c'est la première scène du premier épisode de Dietland. Et donc c'est vraiment, vous en prenez plein la figure dès le début. Hein.
Bon, en fait, ça me touche vraiment de voir ça parce que c'était l'un des cas où vraiment... En fait, c'est difficile. Et moi, j'adore cette actrice. Je l'adore tellement. Elle est incroyable. Donc, on va faire autre chose. Oui, absolument. Donc, il y a beaucoup de choses dans cette petite scène. Il y a presque tout dont on a parlé depuis une heure déjà. Donc, beaucoup de problèmes dont il faut parler. Je me demandais si, tout d'abord, vous aviez des idées de l'importance de vos histoires pour les gens parce qu'elles sont très utiles et ce sont des amis pour nous. Et si vous en rendez compte, comment est-ce que ça vous fait sentir, est-ce que c'est une grosse responsabilité? Alors, vous allez me faire rougir. Vous savez... vous m'avez rendu toute chose. C'est tout ce que je veux, en fait. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Moi, j'ai besoin d'un ami, j'ai besoin de savoir qu'on est connecté et cette petite fille qui est toujours à l'intérieur de moi, qui ne sait pas qu'il y a d'autres personnes qui se sentent comme elle. Je me dis aussi que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore Camille, c'est que en fait, pour moi, c'est une preuve un petit peu qu'on a une importance et si d'autres gens se connectent à ces histoires que je raconte, ça veut dire qu'on a une importance, qu'on est vu. Et donc, pour moi, c'est vraiment... Ça m'émeut beaucoup de me dire qu'il y a des amis, parce que c'est ce qui a sauvé ma vie quand j'étais petite. Donc, je lis des livres, je regarde des films et je me dis, waouh, je ne suis pas toute seule. Et c'est cette chose universelle. Et sans l'art et sans ces histoires, on serait perdu, vous savez. Arrêtez. Je pense qu'on a le temps pour un dernier clip. C'est un tout petit clip court de Sharp Object que j'adore. C'est un dialogue entre Camille et Adora. I hope that's some comfort to you. J'espère que ça vous réconforte. En fait, je pense que... En fait, c'est tiré du livre texto, en fait, cette scène. Et quand je l'ai lu, je me souviens de m'être dit, waouh. Juste quand vous pensez que Adora va... se connecter avec elle n'a pas de cœur, en fait, c'est une personne sans cœur. Ça vous a pris combien d'années pour être en mesure de voir une mère à une fille lui dire qu'elle ne l'aime pas et montrer à quel point les femmes sont complexes et que les mères aussi? Bon, en fait, je dirais que ça peut être progressif, mais elle est... Bon, c'était une meurtrière, donc... bon, en fait, la mauvaise mère, ça fait partie de ce genre. Mais en fait, dans cette scène, elle a l'air tellement sympa. Au début de la scène, vous dites, oh, waouh, elle va être toute douce. Et en fait, finalement, non, pas du tout. Oui, ça c'est vrai. On a fait ce petit twist parce qu'en fait, on en a parlé, on voulait vraiment... Et je ne suis pas sûre que la scène a été construite comme ça dans le livre, mais... On a joué le jeu un petit peu, là, de dire viens là, oui, on connaît bien ce jeu. De dire je suis en sécurité, et puis finalement, bam, ça vous prend par derrière. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette histoire? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait... Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'adapter? On a parlé de Camille, mais aussi... du point de vue du genre, j'ai beaucoup de chance parce que j'aime bien passer d'une chose à l'autre et j'avais jamais fait d'histoire de meurtre avant. Et je sais pas, en fait, de plus ça allait, et plus, en fait, on voyait des femmes d'âge mûr dans des histoires de crimes sordides, et après avoir lu Gone Girl, c'est ça qui m'a vraiment initiée, et j'avais jamais exploré ce genre avant. Donc il y avait beaucoup de ça, mais aussi l'autre partie, c'était que j'ai également, en fait, bon, on a parlé du corps, on a parlé de la protection et d'essayer d'être aimable
agréable. Et bon, moi, mon soulagement aujourd'hui, c'était que bon, je mange, le fait de manger ou ne pas manger, boire ou ne pas boire. J'ai eu du mal avec des addictions pendant toute ma vie. Donc, en fait, j'ai été sobre pendant des années. J'avais des problèmes d'alcoolisme. Et quand j'ai fait ça, j'ai eu du mal à rester sobre. J'ai commencé à boire. Et après 24 ans de ne pas toucher une goutte d'alcool, et je me suis dit que c'était une bonne idée. Je me suis dit pourquoi pas. Donc, en fait, j'ai été pas très bien quand j'étais jeune, mais bon. Donc, en fait, dès que j'ai commencé à boire, j'ai essayé d'arrêter de nouveau, et je me suis dit que ce projet représentait un petit peu le mal qu'on se fait à soi-même. Et si je pouvais écrire sur ce sentiment de pourquoi est-ce que Camille a fait ça, pourquoi. Et pour moi, c'était vraiment, il y avait, en fait, il y a beaucoup de négativité, elle ne voulait pas en parler, et en fait, elle recherchait la vérité, et moi, je pense qu'elle s'en sort, mais que ça s'arrange, mais il y avait quelque chose dans ce domaine aussi, et il y avait d'autres choses dans la série qui venaient de ma vie personnelle, en fait. Et quand Jean-Marc a lu le script, il m'a dit, parce que dans le premier épisode, elle se bourre la gueule, en fait, et elle conduit, elle met la musique, et puis en fait, elle s'endort dans sa voiture, et ça m'est arrivé, en fait. Et oui, je suis allée dans un bar et je suis allée dans ma voiture, j'étais dans une rue, et tout ce dont je me souviens, c'est que j'ai fermé les yeux 5 secondes, et en fait, je me suis réveillée 4 heures plus tard, il faisait jour, et avec mes clés dans la main, et je me suis dit, mais je suis complètement à l'ouest, et en fait, ce film, en fait, est plein de vérité. Et donc, ça fait 3 ans que j'ai pas touché une goutte d'alcool, donc heureusement. Mais je pense que l'écriture, en fait, aide énormément. Ça m'a aidé à voir comment elle essayait de naviguer, qu'elle le sache ou pas. Sa recherche de la vérité faisait partie du processus de guérison. Donc c'est pas seulement pour les spectateurs, mais pour le scénariste. Bon, dernière question, je sais que c'est difficile, désolée, mais vous avez commencé il y a 20 ans, et tout a changé dans l'écriture, dans ce qu'on montre, dans ce qu'on vend aux chaînes. Toutes les chaînes ont changé. Quel est pour vous le plus grand changement, et qu'est-ce qui vous rend le plus heureuse? Ce qui me rend le plus heureuse, c'est que toutes ces opportunités qui arrivent avec le streaming, et plus de chaînes et plus de façons de montrer son travail, je pense que en fait ce qui était avant une niche ou trop petit pour être une série, maintenant c'est quelque chose que vous pouvez faire et que vous pouvez développer en tant qu'idée, et c'est juste une globalisation dans cette prise de conscience que le monde se connecte, et il y a vraiment un public pour beaucoup plus de choses qu'on le pensait par le passé, et les gens comme moi qui écrivent à propos de femmes et des personnages un peu bizarres. J'ai toujours voulu faire ça, mais personne n'en voulait. Et même en fait, bon, il y a 6 ans, j'avais un projet qui n'était pas facile à monter, mais finalement, ça a fonctionné. Aujourd'hui, bon, les choses changent très très vite. Et bon, je pense qu'on ne pourra jamais faire rentrer le génie dans sa lampe. Et en fait, Jason Blum a dit de vous, ce qui est cool maintenant, ça fait des années qu'elle l'écrit, mais c'est juste que la société l'a rattrapée, elle était en avance. Et maintenant, il faut que je parte encore plus en avance. Alors, mais c'est super de voir toutes ces personnes absolument incroyables
qui ont l'opportunité de travailler dans les films et la télévision qui n'avaient pas leurs entrées avant. Vous n'avez pas de porte, comme Donald Glover par exemple, avec Atlanta. C'est un sujet si spécifique, tellement petit, que ça n'aurait pas marché. John Peel, Lena Waithe, bon, toutes ces femmes qui font des séries. Et bon, bien sûr, ces histoires sont super. Ça fait des années qu'on attend ça, de raconter des histoires. Et voilà.